Alors un athlète qui était un exemple, j'ai presque envie de dire en fait finalement, parce que je réfléchissais à ça depuis tout à l'heure, donc un athlète qui est un exemple, j'ai envie de dire tous les athlètes en fait finalement. Et surtout les athlètes français qui font du MMA et qui essayent de percer au niveau professionnel. Parce qu'en France, il n'y a pas du tout ce système, on va dire, de soutien de l'État ou par les universités qui leur permettent d'avoir des bourses et de se consacrer pleinement au sport. Et tous les athlètes qui ont percé en France, ils ont dû cumuler les petits boulots ou parfois même être professionnels et en même temps avoir un ou deux jobs à côté pour réussir tout simplement leur carrière. Donc vraiment, je pense que c'est eux les plus inspirants parce qu'ils n'en parlent pas souvent, mais c'est vraiment eux qui arrivent à, enfin, ce qu'ils arrivent à surmonter pour être des athlètes professionnels et surtout champions, c'est énorme. Je suis Guillaume Dussault, fondateur de la Sueur et je suis aussi consultant en fait sur différents médias. Donc je suis journaliste plutôt centré sur le MMA, même si je n'ai pas de carte de presse. Alors, la Sueur, c'est un média sportif et culturel. À la base, c'était un site web, donc on voulait vraiment mettre en avant soit des disciplines méconnues ou alors qui nous tenaient à cœur. Et puis ensuite, on a basculé sur le format de podcast parce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait. On voulait échanger à trois et puis aussi échanger avec les gens. Alors notre objectif avec la Sueur à terme, c'est vraiment de devenir un véritable média, dans le sens où aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine audience, mais de l'intérieur, ça reste quand même pas mal de bricolage. On est toujours, on est entre 5 et 10. Pourquoi à ce moment-là? C'est parce qu'on voulait vraiment mettre en avant le côté, on n'a pas besoin d'être connu ou pas forcément sportif. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres disciplines ou des artistes, mais des gens qui vont vraiment se donner à fond. Donc quand les gens se donnent à fond, généralement, il y a la sueur, il y a cet esprit-là, et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Alors quand j'ai lancé la sueur, donc en 2015, je pensais pas que ça allait autant... Non, je pensais pas que ça allait autant exploser. Même maintenant, je pense pas que ça a autant explosé parce que ça reste quand même... Enfin, faut quand même être un fan assez hardcore de sport de combat, mais je me suis toujours dit que ça allait assez fonctionner parce que même si moi je sais que je suis pas, contrairement par exemple à mes collègues Rusty Poidomso qui sont les meilleurs dans leur domaine, moi je suis pas le meilleur dans ce que je fais, mais je sais que je travaille vraiment beaucoup. Et donc le fait de travailler énormément, ça finit forcément par payer. Donc voilà, je me suis toujours dit qu'un de ces quatre, on allait pouvoir en vivre. Ensuite, recruter d'autres personnes, et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Alors, le podcast qui m'a le plus marqué dans ce que j'ai fait, c'est peut-être le premier avec Georges Saint-Pierre, parce que c'était la première grosse interview pour nous qu'on est allé chercher, dans le sens où on ne nous l'a pas proposé. C'était pas quelqu'un qui était en promo, donc Georges Saint-Pierre, l'un des plus grands de tous les temps MMA, et on est allé jusqu'à Montréal pour l'interviewer, ça c'était vraiment un grand souvenir. Ouais. Peut-être 30 secondes avant de rencontrer Georges Saint-Pierre pour la première fois et de lui serrer la main, j'ai vomi parce que j'en pouvais plus du tout, parce que entre le fait de ne pas avoir dormi, le stress, le manque de sommeil, de nourriture, tout ça, et direct j'ai dû aller aux toilettes. Et ensuite, par contre, tout s'est très bien passé, pas du tout de stress. C'est vrai que c'était la première fois vraiment où je disais, oula, là t'es quand même en train de faire quelque chose qui est important. Il y a eu un après ce podcast-là, dans le sens où ce podcast nous a permis d'avoir une micro, hein, mais quand même reconnaissance internationale, parce que Georges Saint-Pierre a dit des choses qu'il n'avait pas dit dans d'autres interviews. Donc pour nous, c'est vrai que c'était la première fois, on se disait, ah ok, on peut dépasser un peu les frontières de la France. Et puis mine de rien, on devenait un peu plus crédible en interviewant Georges Saint-Pierre, qui est l'un des plus grands de tous les temps en MMA. À part Georges Saint-Pierre, dans toutes les personnes qu'on a interviewées, c'est assez marrant d'ailleurs, c'est le mentor de Georges Saint-Pierre, qui s'appelle Christophe Midou. Donc c'était rien à voir au niveau du contexte, c'était à Abu Dhabi qu'on l'a interviewé parce qu'il était coach d'une autre athlète. Et c'est vrai que cette personne-là, il a connu Georges Saint-Pierre au tout début, quand Georges Saint-Pierre faisait des petits boulots pour s'en sortir. Et lui était aussi combattant, mais pareil, il n'y avait pas du tout cet aspect combattant professionnel. Et c'est vrai que le fait qu'il nous raconte son parcours pendant plus d'une heure, c'était vraiment impressionnant parce qu'on a eu une image indifférente du sport, deux de Georges Saint-Pierre et trois de lui-même parce qu'il a toujours resté effacé par rapport à la star qui est devenue Georges Saint-Pierre. Alors on nous le dit souvent par rapport au podcast, le fait que ça puisse permettre au sport de combat de se développer. À la base, nous, c'est vraiment en fait, on interviewe des personnes qui soit nous inspirent, ou soit qu'on trouve intéressantes, ou sinon ce qu'on préfère aussi, c'est mine nos discussions à trois en fait, où on analyse, où on parle de combattants ou de personnalités qui nous inspirent. C'est vrai que les gens nous font souvent ce retour-là, mais je pense que ce qui est, ce qui est important pour les gens, c'est le fait que nous, on est à la base passionnés. Et ça se ressent vraiment dans le sens où on ne fait jamais de podcast parce qu'on est en mode, bon, faut parler d'un truc. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens, à mon avis, se disent, bon bah ok, vous faites quelque part à votre échelle avancer les sports de combat. Je
trouve que vraiment la légalisation du MMA, ça permet en fait à beaucoup plus de personnes de connaître le sport en fait. Parce qu'on est passé d'une période à finalement à la télévision, par exemple avec le CSA, bah, c'était je crois de minuit à 5 heures du matin. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratique, donc ça permet aux gens de s'intéresser. Et plus il y a de gens qui s'intéressent, plus il y a de pratiquants, et plus aussi on peut discuter, on peut échanger, parce que et c'est aussi pour ça qu'on a fait le podcast là sur à la base, c'est qu'en fait, quand on est fan de MMA, on n'a personne avec qui parler. Et là aujourd'hui, on peut parler à des gens qui disent ah bah oui, j'ai vu McGregor, j'ai vu machin et tout. Et donc ça, c'est vachement important. À la base, en France, le MMA, je pense que c'est un sport qui est assez méconnu. On a cette image du sport dans les cages, donc c'est vrai que de prime abord, n'importe quelle personne qui connaît pas la discipline, qui sait pas que c'est une discipline encadrée, avec des ligues, avec justement avec tout l'aspect sanitaire et puis de santé qui est hyper important, les gens ils peuvent se dire c'est très violent. Mais aujourd'hui, on voit que il y a M6 avec la plateforme 6play qui diffuse du MMA, ça fait plus d'1 million à chaque fois. Donc je pense que les mentalités changent et surtout en fait tout simplement les gens ne savaient pas. Et aujourd'hui comme ils sont un peu entre guillemets éduqués par les médias, par les athlètes, bah, ça change très très vite et on se rend compte que c'est un sport comme un autre. Pour le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sport, moi je pense vraiment ça va passer par d'une part, le développement du sport amateur et professionnel. Et quand je dis professionnel, c'est le fait qu'il y ait, comme en NBA par exemple, l'UFC qui viennent régulièrement, des grosses ligues qui arrivent pour un petit peu donner des étoiles dans les yeux à tous les enfants et tous les fans de sport. Et puis aussi, bah bien évidemment, la pratique amateur avec de plus en plus d'enfants qui vont pouvoir faire ce sport-là. Concernant l'acceptation du MMA, mine de rien, si on reprend globalement les sports de combat, ils sont pas tous acceptés, mine de rien, déjà en France, hein, parce que c'est vrai que ça reste violent, il y a du sang aussi. Mais pour moi, le MMA au global, à mon avis, il y aura s'il y a un Français qui est champion UFC, ça changera énormément de choses. Là, on l'a vu avec Francis qui est devenu champion à l'UFC. Il y a énormément de médias, plus grand public, qui ont parlé du MMA. S'il y a un Français, déjà, ça changera beaucoup de choses. Et ensuite, quand il y aura un événement type UFC, parce qu'aujourd'hui, il y a des événements, mais ça reste assez confidentiel. Quand il y aura un événement type UFC, où là, ce sera sur TF1, ce sera sur France 2, il y aura des reportages justement pour éduquer les gens autour du MMA, là, ce sera terminé. Pour moi, ce qui est vraiment important pour les athlètes français, s'ils veulent se lancer dans le sport, c'est vraiment, numéro un, c'est de bien s'entourer. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a des athlètes de partout, des Français, on va dire, que ce soit Morgan Charrière, Cyril Gano, même le MMA Factory en général, Eldrick Cassata qui est un peu plus dans le sud de la France, la Hatch Academy. Il y a différents pôles, en fait, qui sont vraiment importants pour le MMA en France. Et pour moi, c'est important pour un athlète, on va dire, dès le début, quand il sait, qu'il se dit qu'il y a un potentiel et qu'il veut se donner vraiment à fond dans le sport, de justement directement aller voir soit un manager, soit un entraîneur qui va lui permettre en fait d'avoir soit les contacts avec les top organisations, mais aussi de savoir un peu comment on emmène quelqu'un à l'UFC. Donc pour moi, c'est vraiment le truc numéro un, que ce soit en France ou ailleurs même, c'est vraiment de bien s'entourer et surtout, 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 de ne pas négliger la communication sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les athlètes français, il y en a pas mal qui négligent ça, alors que c'est l'aspect numéro un aujourd'hui. De tous les coachs, bah c'en est un avec lequel on travaille. Je pense que les gens qui verront cette interview vont dire là sur vous êtes des vendus, mais parce que je le connais très bien, donc il s'appelle Fernand Lopez, et donc c'est lui qui a notamment formé Nicolas Haute et de nombreux autres coachs, Clément Marcoux également. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant en fait, le voir au quotidien, voir tous les athlètes qu'il a formés et qui forment aujourd'hui, on voit vraiment que il sait ce qu'il dit, il sait comment amener les athlètes au sommet et surtout, et ça c'est important je trouve, c'est il sait transmettre aussi bien aux athlètes qu'à d'autres entraîneurs. Et ça, je veux dire, pour l'héritage, entre guillemets, c'est très important, je trouve. Bon, s'il y a un athlète français ou international à suivre, bah après, je ne sais pas quel est le degré, on va dire, de notoriété de l'athlète, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pour moi un nom, bah, c'est bien évidemment Cyril Gane, mais peut-être qu'il est déjà trop connu dans le sens où il est quatrième mondial, il est français, et franchement, là, ce qu'il est en train de faire dans les sports de combat, on peut se dire, dans une discipline qui est grand public, peut-être qu'on va voir l'un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand de tous les temps, qui est français et qui est vraiment un prodige dans ce sport-là. Et ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout c'est quelqu'un de aussi intéressant en dehors de la cage. En sport de combat, pour moi, le plus grand athlète de tous les temps, bah, je dirais encore et toujours John Jones, parce que c'est le plus grand champion, le plus jeune champion, pardon, de l'histoire de l'UFC à 23 ans. Il a traversé des années et des années au sommet, je crois 15 titres au total. Il a battu différentes générations de combattants. Il y a eu les problèmes extrasportifs, mais malgré tous ces problèmes-là, il a toujours su revenir. Et là, aujourd'hui, en plus, donc déjà, la plupart des gens le considèrent comme le plus grand de tous les temps.
Et il est en passe de monter chez les poids lourds, donc pour un autre défi qui semble, sur le papier en tout cas, impossible. Donc pour moi, en MMA, c'est lui le plus grand sportif de tous les temps. Puis sinon, je dirais Michael Jordan, je pense. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté, moi, ce qui est vraiment important, c'est ce que les gens font, on va dire, sur les parquets, dans leur sport, et puis en dehors. Et puis lui, avec tout l'aspect culturel qui est tout simplement énorme. C'est pour ça que je le mets en GOAT absolu. Et donc pour moi, le meilleur de tous les temps, dans les GOAT français, bien évidemment, c'est Teddy Riner avec le judo. Mais après aussi, je vais pas minimiser ce qu'a fait Teddy Riner parce que je suis un grand fan, je viens moi-même du judo. Mais c'est vrai que pour moi, il y a on va dire, un sport qui est ultra médiatisé, on va dire, où il y a des générations d'athlètes, des millions et des millions et des millions d'enfants qui rêvent de ça, et un sport qui est un tout petit peu un petit peu moins démocratisé, à savoir le judo, je mets quand même une différence entre les deux. Mais c'est vrai que ce que Teddy Riner a accompli, c'est complètement fou. Mes excuses quand même à Teddy Riner parce que je me suis rendu compte que c'était un peu du blasphème, ce que j'avais fait précédemment. Ça reste un très 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 grand, mais moi j'ai vraiment envie de le voir en MMA et à l'UFC. Il n'est pas trop tard. Il a à peine 30 ans finalement, Fabricio Werdum l'a fait avant lui, donc pourquoi pas Teddy Riner maintenant? Niveau sport de combat, moi je conseille le fameux combat Mohamed Ali contre George Foreman. Donc, parce que pour moi, celui-là, c'est vraiment le. Il y a toute l'histoire derrière, le fait qu'il y ait une star, l'un des plus grands de tous les temps, qui revienne face à quelqu'un qui soit en apparence invaincu et puis surtout, pardon, imbattable. Et puis aussi, il y a tout ce qu'il y a eu derrière. Et là, il y a eu un très bon documentaire qui a été fait là-dessus, c'est When We Were Kings, qui est un documentaire oscarisé qui montre tous les dessous de ce combat-là qui a été fait aux Zaïre. Si j'avais un podcast à recommander, donc ce serait le Super Daily, qui est un podcast, je crois, quotidien sur on va dire, tendances social media et tout ce qui est lié à la communication. Donc ça fait partie de ces podcasts ultra spécialisés, mais moi, par exemple, je l'écoute au quotidien parce que ça donne pas mal d'informations sur ce qui se passe sur notre monde, le fait qu'aujourd'hui, pourquoi par exemple est-ce que TikTok, moi je n'y comprends rien, mais il y a énormément de gens qui l'utilisent, pourquoi est-ce que ça a explosé, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui vont un petit peu moins bien. Donc tout le monde du digital, en fait, ils en parlent au quotidien, donc c'est le Super Daily, voilà, je l'écoute très souvent. C'est intéressant, et puis ça permet justement, quand on est dans le monde des médias, de se dire, ah bah tiens, c'est vrai qu'on pourrait peut-être tester ce genre de choses, aller de ce côté-là ou aller de l'autre. Ouais. Au niveau des podcasts, moi, le conseil que j'aurais vraiment à donner, c'est d'essayer au maximum, soit de se spécialiser ou d'avoir une identité qui est assez forte. Parce qu'au début, la source, c'était ça, on allait un petit peu dans tous les sens, donc ça marchait au niveau des chiffres, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas cette identité qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, quand je vois des podcasteurs qui se lancent, bah, il y en a, et même moi, j'écoute plein de podcasts, mais c'est des podcasts qui ont une audience, mais hyper spécialisée dans tel ou tel domaine. Et nous, c'est vrai que quand on s'est dit, bah, on va aller vers les sports de combat, alors qu'on était sur les sports US, ça aurait pu être assez chaud parce que sport de combat, mine de rien, en France, c'est quand même réduit par rapport aux autres sports. Et finalement, ça a marché parce que je pense que les gens s'y retrouvent. Ils savent que vous avez un rendez-vous de passionnés. Ils peuvent aussi échanger en confiance parce qu'il y a tout ce qui est côté espace commentaire qui est vachement important. Moi, je conseillerais vraiment de se spécialiser ou alors d'avoir une identité assez forte. C'est pas moi qui le fais en plus. C'est pas moi qui le fais. Mais oh là là. Je vais essayer de vous le faire bien. Non, j'arriverai pas. J'arriverai pas, c'est souhait. Ouais, c'est un truc comme ça. Souhait. Souhait.